L'année 2019 sera-t-elle celle de tous les dangers pour la croissance mondiale, pour les marchés? On en parle avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Alors on a, non pas l'OFCE, mais l'OCDE, c'était en décembre, qui nous mettait en garde contre un atterrissage peut-être plus sévère, plus rude que prévu, donc de la croissance mondiale, de l'économie mondiale. Est-ce que c'est un risque qu'on prend au sérieux? Parce qu'en même temps, quand on voit la révision à la baisse de la croissance mondiale par l'OCDE, ça passe de 3,7 en 2018 de croissance à 3,5. C'est pas l'épaisseur du trait, mais il n'y a pas de quoi s'emballer. Il n'y a pas de quoi s'emballer, et appeler ça un risque, c'est un petit peu jouer à se faire peur. Le ralentissement de l'économie mondiale, c'est une réalité. C'est ce qu'a dit la chef économiste Laurence Boone, que vous connaissez. Très bien. Elle a quand même parlé d'atterrissage plus dur que prévu, c'était ce qu'elle redoutait. Oui, enfin bon. Je ne l'ai pas inventé. Tout ça, c'est le langage des bureaucrates et des technocrates. Oui, mais justement, si c'est policé, on se dit que c'est peut-être plus grave que ça, docteur. Oui, enfin, il ne faut jamais oublier, David, qu'en 2008, tout le monde a été surpris par la crise et qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'excès de prudence, en particulier de ceux qui sont censés donner les informations. C'est ceux qui n'ont rien vu venir. Qui nous pilotent. Voilà, ceux qui n'ont rien vu venir, aujourd'hui, sont très prudents. Mais, donc, en tout cas, je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'ils nous disent, c'est un ralentissement qui est assez attendu, assez cyclique. Ils nous disent faites attention, mais en fait, au fond, ils ne nous disent pas vraiment à quoi faire attention. Vous voyez, c'est ça le problème. On peut être très pessimiste et se dire il y a des probabilités élevées d'une récession mondiale, mais là, aujourd'hui, dans le diagnostic que nous livre par exemple l'OCDE, on n'a pas vraiment les éléments de ce diagnostic et il faut aller chercher un peu plus loin pour que ces craintes prennent un tout petit peu plus corps. La récession, on n'y est pas encore, mais on sent bien que ça ralentit partout aujourd'hui. Ça ralentit en zone euro, ça ralentit au niveau des émergents, ça ralentit en Chine. Alors vous me direz, on passe de 6,6 à 6,3 à 6% de croissance. Ce ralentissement, David, il est inscrit. Naturel. Il est inscrit dans le mouvement conjoncturel. On est sorti de la crise, il y a eu une accélération de la croissance et des baisses de chômage dans beaucoup de pays. Et ça se tasse un peu, mais rien de grave. Et ça se tasse un peu. Au contraire, c'est presque la réalisation de taux de chômage qui sont globalement, je ne parle pas de la France, qui sont globalement plus bas. L'atterrissage de la Chine, c'est la fin du modèle de développement et un autre modèle en Chine, mais c'est pas... Oui, enfin, ça atterrit quand même un peu plus sévèrement en Chine. On sent bien que les autorités, de nouveau, laissent filer un petit peu le crédit pour relancer la machine et éviter un atterrissage trop brutal. On chicane avec ça. La question qui se pose sur la Chine, ce n'est pas celle d'un ralentissement qui serait un peu plus brutal ou un peu moins brutal. La question, c'est de savoir, est-ce que ce ralentissement va se transformer en une récession qui échappera au contrôle des autorités chinoises qui, jusqu'à maintenant, ont bien piloté le navire. Faut dire ce qu'il y a. Et ont piloté avec une manière qui est jugée très peu orthodoxe par le reste de la planète. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a une intervention publique qui est extrêmement forte, parce qu'il y a énormément de dettes qui se sont empilées au cours de la crise. Pas de dette publique. Pas de dette publique, mais de la dette dans les collectivités territoriales, dans un certain nombre de banques qui sont quand même très liées aux autorités centrales. Donc, vous voyez, des choses qui ressemblent à ce qu'on a pu observer au Japon dans les années 90. Oui, ça ne rappelle pas des très très bons souvenirs, pardon. Non mais d'accord, donc la question c'est celle-là, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à parier sur, non pas un atterrissage brutal, mais un débouclage du système financier capitaliste hybride chinois ou pas. Voilà. Ou non, manifestement. Et non, moi je ne me prononcerai pas, mais c'est ça la question qu'il faut poser et qu'il va falloir poser à tous vos invités. C'est le fait que ça ralentisse un peu plus brutalement que prévu ne nous intéresse pas en fait. Je veux dire, c'est pas la question. La question c'est de savoir est-ce qu'il peut y avoir une bulle immobilière qui éclate en Chine, à l'échelle de la Chine, avec les dégâts qu'elle a pu provoquer aux États-Unis ou en Espagne. Sauf que derrière, il y a des risques, on en a beaucoup parlé cette année. Et dont on continuera à parler, c'est tous ces vents contraires qui ralentissent encore une fois la croissance mondiale. Parlons-en. La guerre commerciale, évidemment. Il y a plein de choses. Mais justement, sur la guerre commerciale, on se dit que si Trump devait aller plus loin, taxer toutes les importations chinoises, la moitié est taxée aujourd'hui à 10%. Si il allait au bout de sa logique, s'il n'est pas d'accord au terme des 3 mois de cette trêve commerciale avec Xi Jinping, serait pour conséquence, nous dit l'OCDE, si toutes les importations chinoises étaient taxées à 25%, d'augmenter d'1% les prix à la consommation aux États-Unis. On voit bien que la Fed serait hyper gênée, qu'elle pourrait augmenter ses taux, et là, ça ferait monter le dollar, enfin, ça serait mauvais pour la croissance américaine, pour les émergents. On voit bien que c'est pas de la science-fiction tout ça, non? Non, non, c'est pas de la science-fiction, c'est des scénarios qui sont même devenus extrêmement concrets, et donc auxquels il est important de se préparer. Alors, ceci étant dit,
voyez, une augmentation de 1% des prix aux États-Unis, les prix à la consommation. C'est dur d'appeler ça la fin du monde. Hein. C'est vrai que c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Mais c'est peut-être même précisément ce qui le rend très concret aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, Donald Trump est quelqu'un d'imprévisible et de totalement fou. Mais si la guerre commerciale devait conduire à 10% de PIB en moins aux États-Unis, je pense qu'il y aura un certain nombre de coupe-feux qui seraient mis en marche pour empêcher que ça se produise. On a déjà des marchés boursiers américains qui sont au plus bas depuis 14 mois. Okay. On sait que c'est quelque chose qui regarde 10 ans d'expansion. Oui, mais on sait que c'est quelque chose qui regarde tous les matins. Okay, c'est le premier à s'être targué en disant la hausse de la bourse, c'est moi bonhomme. Là, il faudra trouver des boucs émissaires. Mais là, vous nous parlez de la sirène d'alarme de l'incendie. C'est pas ça qui fait les incendies. Hein, c'est pas la sirène. Donc, voilà, parfois, on a des cracks boursiers qui ont des répercussions évidemment sur l'économie, pardon. Ça peut arriver. Et de plus en plus d'ailleurs. Ça peut arriver. C'est d'ailleurs un des risques qu'on peut avoir en 2019. C'est que, effectivement, dans ce contexte de beaucoup d'incertitudes, une petite étincelle qui pourrait être la guerre commerciale, mais j'insiste sur le fait que ça serait une petite étincelle et que si la guerre commerciale aujourd'hui, elle est possible, c'est précisément parce que les évaluations des conséquences de cette guerre commerciale sont finalement, à court terme, relativement modérées. Et que la stratégie américaine, elle est de dire OK, mais ça c'est le prix à payer à court terme, mais à long terme, on réindustrialise les États-Unis et Donald Trump peut être réélu là-dessus. Donc le bilan, il est vite fait pour Donald Trump. 1% bilan politique. 1% de prix à la consommation versus la réindustrialisation des États-Unis, si c'est ça le prix à payer pour la réindustrialisation, il ira. Voilà. Et de leur point de vue, les Chinois sont pas loin d'être sur une pente à peu près égale. Alors eux, leur question est différente, c'est de savoir, est-ce qu'on rentre pleinement dans l'OMC en respectant les règles de l'OMC, ou est-ce qu'on parie sur la fin de l'OMC, peut-être à la fin de l'année 2019, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de s'embêter, et on entre dans un jeu un peu rude avec les États-Unis, de guerre commerciale. Dans l'histoire, hein, ceux qui vont beaucoup perdre, c'est ceux qui ne s'y préparent pas, c'est-à-dire c'est l'Europe en particulier. Voilà. Bon. Mais vous voyez, on peut appeler ça des vents contraires, on peut appeler ça des changements de régime et tout ça. Quelles sont les menaces les plus sérieuses pour l'économie mondiale et donc pour les marchés, parce que tout ça est quand même lié. On a quoi? La trade war, la guerre commerciale, on en a parlé. Donc, on a la guerre commerciale. On a le Brexit, on a l'Italie, on a encore une fois une décélération en Chine avec peut-être effectivement des bulles ça et là dans l'immobilier ou ailleurs. On a effectivement des dettes privées et publiques dans une certaine mesure qui sont accumulées un peu partout dans le monde. Au fond, quand même, si on fait le bilan de tout ça, la vraie ligne de fracture aujourd'hui, elle est sur la question européenne. Est-ce que l'Europe, dans ce monde qui devient vous voyez, de moins en moins multilatéral, de moins en moins cosmopolitique, comme dirait Emmanuel Kant, et qui pose de plus en plus des questions de souveraineté, c'est-à-dire, voilà, est-ce que vous êtes capable d'imposer votre volonté en tant qu'État, en tant que zone économique? Est-ce que l'Europe sort de ça renforcée en disant bah oui, on est capable de le faire à notre façon, peut-être moins brutalement que ne le font les États-Unis, peut-être moins finement que ne le font la Chine, mais avec quand même une capacité d'influence qui est tout à fait forte parce qu'il y a 500 millions d'habitants, de consommateurs et de producteurs dans cette zone économique qui est la plus riche du monde et la plus développée du monde. Ou est-ce que, au contraire, sous ces pressions multiples et diverses, l'Europe se fracture définitivement. Est-ce que l'Europe résiste à la guerre commerciale? Alors, juste pour vous donner une idée de ça, l'Allemagne exporte beaucoup, elle est très attentive à ce que ses exportations ne soient pas taxées. Dans une guerre commerciale Chine-États-Unis, à un moment donné, les coups et les balles se perdront dans le commerce extérieur allemand. C'est l'Allemagne qui se les prendra. Et qu'est-ce que va faire l'Allemagne face à ça? Est-ce qu'elle va dire « Ah ben moi, mon intérêt, c'est d'être solidaire avec l'Europe et d'opposer une réponse unie avec l'Europe » ou mon intérêt, égoïstement, c'est d'aller négocier avec la Chine et les États-Unis au détriment éventuellement de l'Europe des accords particuliers. Voilà, c'est ça la ligne de fracture qui va se poser véritablement en 2019. Tous les événements qu'on peut anticiper, le surplomb des marchés financiers, la normalisation de la politique monétaire, la guerre commerciale, tout ça en fait sont des petits avis de tempête qui vont venir tester une nouvelle fois la structure et l'infrastructure européenne. Voilà, c'est pour ça que 2019 va être une année de tous les dangers. C'est comme ça tout à fait intéressante, si je puis me permettre. Oui, et on aura l'occasion d'en reparler notamment tous les lundis ensemble avec Xavier Timbaud, donc économiste et directeur de l'OFCE. Merci beaucoup. Merci David.